Salut l'équipe, cette semaine le First Talk se délocalise, on est ni plus ni moins à Los Angeles, on est venu voir 5 matchs NBA, 5 matchs au Staples Center, 4 des Lakers et 1 des Clippers, et ça tombe bien Thomas car aujourd'hui on va parler… Des Clippers, oui, des Clippers, je crois qu'il y avait une surprise. C'est bien ficelé tout ça. On va parler des Clippers, on était obligé d'y revenir, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps pour faire cette vidéo. Vous avez été très nombreux à nous dire, les gars, pareil des Clippers, ils sont premiers à l'Ouest. Oui, ils sont premiers à l'Ouest, mais comme on savait qu'on venait à LA, on attendait de les voir jouer en vrai, ça a été le cas il y a quelques jours, et puis maintenant on peut en parler. Ouais, et puis on n'a pas été déçus, surtout on les a vus faire un très très bon match, et puis on va revenir donc sur ce bilan, plutôt très bon même, on peut enlever le plus tôt, 15 victoires, 6 défaites, et donc premier bilan de la conférence Ouest. Alors, la première question qui nous vient, on l'a dit juste là à l'instant, c'est une surprise parce qu'on se souvient Thomas dans les previews, on les voyait à la lutte pour les playoffs, on aimait bien ce roster mais on pensait qu'il y avait meilleur qu'eux, en tout cas il y avait au moins 8 équipes meilleures qu'elles. 8 équipes meilleures qu'elles, pour l'instant en fait c'est la meilleure des 16 dans l'Ouest. Alors il y a plein de trucs à dire sur l'effectif et tout ça, et c'est vrai que moi quand on a fait les previews, j'avais dit que je les voyais 9e, 10e. À la lutte, ouais. À la lutte, et je pense qu'à la fin de la saison, ils seront 6 qualifiés en playoff, 7e, 8e. On en parlera dans quelques minutes, quelques instants. Mais c'est une énorme surprise. Franchement, c'est une surprise que l'équipe soit aussi prête rapidement, qu'elle continue sur le rythme de l'année dernière, parce qu'on se souvient que Blake Griffin s'est barré, a été échangé l'année dernière, et que l'équipe a continué à gagner des matchs et a continué à bien jouer ensemble. Et moi, c'est la première chose que j'aime bien dans cette équipe, c'est que Doc Rivers fait bien jouer cette équipe. Ouais, on va revenir sur Doc Rivers, mais juste avant ça, on a eu la chance, comme souvent, d'être dans les vestiaires. Et on a posé la question à Tobias Harris de savoir si voir les Clippers encore après un mois et demi de compétition, premier de la conférence Ouest, c'était une surprise. Et voilà ce qu'il nous a dit. Is it still a surprise to see the Clippers on the top of the Western Conference? No, I'm not surprised. I mean, I think as I continue to say, this was game 20. So, I mean, we got a lot more games to play, and we have a lot of things to continue to improve on. We'll keep on saying it, but we're going to keep on getting better and just be ready every single night. Every team is going to give you, something that's going to push you. Especially in the West too. Every team, you can't focus on a team's record. Any single night you're liable. So we gotta continue to be ready and locked in. Donc la tête sur les épaules, Tobias Harris, ici. De toute façon, on sent que c'est une équipe qui sait que pour l'instant tout marche, mais qui connaît aussi l'aventure d'une longue saison NBA, et donc il peut, pourquoi pas, leur avoir des pépins. On sait que c'est une équipe qui a souvent été morflée, avec des blessures. Ouais, très souvent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt conquis par ce qu'on a vu tout au long de la saison, et ce qu'on a vu en vrai, c'est une équipe qui se trouve bien, qui joue bien ensemble et qui kiffe être ensemble. C'est un effectif très riche, avec beaucoup de polyvalence sur tous les postes. Et Doc Rivers, je trouve vraiment, fait bien jouer cette équipe. Et je le répète encore une fois, parce que lorsqu'on a vu ce match-là au Staples Center, c'était contre qui? J'ai un trou de mémoire, c'était il y a 2 jours. C'était contre qui? T'as vu? Trop bizarre! Bah alors, Clippers Suns avec un Eli Okobo en mode record. Il y aura une petite vidéo d'ailleurs avec Eli dans quelques temps. Mais j'ai adoré ce que j'ai vu défensivement, j'ai adoré ce que j'ai vu offensivement, parce que tous les mecs respectent une espèce de hiérarchie. Alors sans dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, il y a une hiérarchie puisque les forts joueurs ont plus la balle. Je pense à Lou Williams, je pense à Danilo Gallinari et Tobias Harris. Ouais, c'est une équipe qui est… on va rester un petit peu sur Doc Rivers parce que c'est quelqu'un sur qui, depuis qu'on travaille ensemble, on lui est souvent tombé dessus, à juste titre. Il était quand même arrivé pour faire de ce Lob City, qui était à l'époque le Lob City de Vinny Del Negro, pour en faire une équipe plus qui se devait d'aller au moins rejoindre une finale de conf, voire une finale NBA. Ça n'a jamais été le cas. Il s'est un petit peu cassé les dents, on lui est tombé dessus, et c'était normal parce qu'il n'a pas amené cette équipe-là, elle devait aller. Par contre, on retrouve un Doc Rivers inspiré et avec un effectif très complémentaire. Moi, j'ai envie de te dire que depuis qu'il n'a plus cette multitude de casquettes, donc président, opération des baskets, entraîneur, coach, masseur, chauffeur de bus, chauffeur Uber, chauffeur de bus, il se sent mieux. Là, aujourd'hui, il n'est plus que coach. Il n'a plus son fils aussi. Il y a plus son fils qui a été échangé. Bon, oui, bon, je ne sais pas si c'est une vraie influence, mais en tout cas, je retrouve Doc Rivers coach, un Doc Rivers inspiré, tu l'as dit, les systèmes sont bien établis. Il y a pas mal de pick and roll, forcément, on est en NBA en 2018, il y en a beaucoup, mais il y a de la course et il y a des systèmes pour des shooters, parce qu'il y en a plein, et j'aime bien le côté un grand et autour des postes 3-4 qui sont capables de faire plein de trucs, Tobias Harris et Gallinari, et donc je sens que ça match en fait avec son équipe et que chacun connaît son rôle, donc c'est bien la preuve que c'est une équipe bien coachée. On va aller sur le terrain tout de suite après, mais je voulais aussi dire que, donc tu l'as dit, il est plus président des opérations basket, c'est Lawrence Frank, l'ancien coach des Nets et des Pistons, qui n'a pas eu la plus grande carrière de coach, mais en tout cas qui fait du bon boulot comme GM. Et on sait aussi que comme consultant, ils ont ni plus ni moins que Jerry West,
qu'on a vu pendant le match et qu'on a vu vivre le match à 200%. Alors il est acheté n'importe quoi, il est assis juste derrière le panier, mais vraiment juste derrière le panier, pas loin de Steve Ballmer, le propriétaire de la franchise. Avant le match, je les ai observés comme ça, comme un petit fou, il y a Polo qui peut en attester, et ils discutaient pendant de longues minutes, alors j'imagine de basket ou de la vie de business, hein, parce que Steve Ballmer est blindé, hein, forcément. Mais j'ai vu Jerry West, donc, qui a son âge, hein, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir 75 ans maintenant, mais qui vivait le match et qui, à chaque mauvais choix, sur des pertes de balles, sur des tirs un peu compliqués de ses Clippers, tu sentais que, il avait la niaque, on sentait qu'il avait ça encore en lui et que c'est un compétiteur dans l'âme. J'ai adoré le voir comme ça, quand même, c'est le logo, la légende, et le voir comme ça, vivre ce match-là, c'était assez intéressant. Donc on bosse bien aussi en coulisses chez les Clippers, donc c'est pas complètement un hasard et une surprise ce qui se passe. On va revenir un petit peu aussi sur ce début de saison. Donc on a dit que c'est une équipe très complète, il n'y a pas de véritable star, personne n'a été All-Star dans cette équipe, en tout cas on ne l'est pour l'instant, sur les dernières saisons. Mais c'est une équipe pour l'instant qui a réussi des gros coups. Et on va voir avec ce tableau-là que pour l'instant, face aux grosses équipes qui, eux, paraissent avoir du retard, les Clippers, ils ont pris des matchs. Ils ont tapé du monde. Hein. Ils ont tapé 2 fois les Rockets, ils ont tapé le Thunder, ils ont tapé les Bucks. Bon, New York aussi tape les Bucks, mais bon, c'est comme ça. Ils ont tapé les Warriors, ils ont tapé les Spurs et les Blazers il n'y a pas longtemps. Et ça, c'était vraiment une belle victoire. C'est une équipe de toute manière qui arrive à rester dans le match pendant tout le match. Hein. Et sur la fin de match, ils ont un homme. Je pense évidemment à Lou Williams, qui arrive à faire la décision. Et quand tu as une bonne équipe qui est très homogène, qui est très régulière tout au long d'un match, et ben quand à la fin tu as un soliste comme aussi fort que Lou Williams, et bien tu peux les prendre. On a vu d'ailleurs contre les Suns, quand on était au match, qu'ils ont été bons, et ils ont fait un énorme écart à un moment donné avec des 3 points, Tobias Harris, Gallinari, ce genre de trucs. Et c'est ce qu'on aime bien aussi à One, c'est qu'ils ont ce côté, ils sont capables sur quelques minutes de faire des runs un peu comme les Warriors. Ouais, c'est preuve d'une équipe qui marche, qui fonctionne bien en fait. Ils savent à quel moment il faut appuyer, il faut faire mal, et c'est ce qu'ils ont su faire face aux Suns, et c'est ce qu'ils font souvent dans leur match. Mais quand on voit l'effectif, en fait, c'est une équipe très complète. On le dit, on le répète parce que, et on va faire un petit peu une revue d'effectifs aussi, parce que sur le poste de meneur, eh ben, ils ont ce rookie que tu adores beaucoup, Gilgeous Alexander, toujours très relou à dire. Et d'ailleurs, ils ont Patrick Beverley, donc on a un jeune rookie talent en attaque qui peut aussi défendre. Et on a derrière le pitbull Patrick Beverley qui est toujours très bien dans ce rôle en sortie de banc. Sur les ailes, ils ont Avery Bradley qui a parfois du mal en attaque, même s'il reste sur un gros match à Sacramento, mais qui défensivement met le plomb. On a Tobias Harris, on a Gallinari, et puis on a des Montrezl Harrell qui vont mettre du bois. On peut jouer grand avec Boban Marjanovic, commencer aussi avec Gortat, et finir souvent avec Montrezl Harrell sur le post 5. Donc voilà, on voit que Doc Rivers adore varier sur avoir des 5 grands plus petits. Et en tout cas, il finit souvent plus petit avec Montrezl Harrell et Lou Williams sur le terrain. J'ai une question, là tu m'as fait la revue d'effectifs, parce qu'il y a une vingtaine de joueurs dans cet effectif-là. C'est quoi le profil? C'est une équipe d'attaque, une équipe de défense? C'est une équipe complète, en fait. Moi, j'arrive pas à savoir si c'est une équipe qui fait qu'attaquer ou qui est juste très dure en défense. C'est une équipe, honnêtement, qui aujourd'hui, selon, peut mixer. On l'a vu contre les Suns, mais quand ils ont eu besoin à un moment donné de resserrer parce que le début de match, ils ont laissé un petit peu les Suns s'installer. Et bien, dès qu'il a fallu remettre un petit peu d'ordre, il a mis un 5 très défensif. Dès qu'il a fallu faire un écart, il a remis un 5 beaucoup plus petit avec plus de scoreurs. Et j'aime ce côté chez Doc Rivers de pouvoir varier selon les match-ups qu'on lui propose en face. En tout cas, dans les stats, ils sont 4e au rating offensif, donc c'est une très bonne attaque de la NBA. D'ailleurs, il y a une petite évolution en attaque et en défense par rapport à l'année dernière. Ils étaient 8e au rating offensif l'année dernière, ils sont 4e maintenant. Ils étaient, je crois, 20e au rating défensif l'année dernière, et là, ils sont 14e. Donc, du coup, tu es dans une évolution des deux côtés du terrain. C'est la preuve d'une équipe qui est mature. Et c'est ce que j'ai aimé dans tout ça. Il y a beaucoup de vétérans, il y a aussi des jeunes joueurs, mais tu as une espèce de mix entre tout ça qui fait que c'est une équipe mature et qui sait bien gérer ses matchs. Et on se souvient que c'est une équipe l'année dernière qui a raté les playoffs de peu, et ça reste en travers, et souvent on revient avec justement cette petite frustration de ne pas avoir connu le post-season. J'aimerais bien que tu me parles, parce que tu m'en as parlé pendant les previews, et tu m'as dit tu verras ce mec-là, c'est Shai Gilgeous Alexander, parle-moi un petit peu, parce qu'il fait un super début de saison, et il nous a là aussi encore bluffé nous quand on l'a vu. Complètement, alors il est meneur de jeu, personne ne va l'apprendre comme ça, il est grand, il aime jouer pick and roll, il est installé dans le 5 majeur depuis quelques matchs, ils ont un peu changé, je crois qu'ils ont un peu hésité, mais ça leur fait du bien d'avoir ce backcourt avec un attaquant dans l'ADN, donc sur du pick and roll très fort à mi-distance, va chercher des lay-ups un peu difficiles sur le drive. C'est vraiment un bon joueur qui est mature dans son jeu, mais dans une équipe très complète. Donc
on lui demande d'avoir. Il a des responsabilités, mais pas trop non plus. Tu vois, je pense à d'autres joueurs au poste de meneur de jeu très jeunes qu'on aime bien, sur lesquels on aime bien taper. Bah, lui aujourd'hui, il fait son petit trou tranquille et on le laisse tranquille parce qu'à côté de lui, il est hyper protégé. Quand il est sur le terrain, en général, c'est Avery Bradley qui arrive et c'est le chien de garde. Il va se gérer le meilleur meneur adverse ou le deuxième arrière. Et quand il sort, eh bien là, tu as soit Papat qui arrive avec le Williams. Donc ça fait toujours cette espèce d'adage joueur offensif, joueur défensif sur le terrain et ça marche très bien. En tout cas, moi, c'est un joueur qui me plaît beaucoup. Et je sais que toi aussi, il t'a bluffé sur le début du match contre les Suns. Ouais, il m'avait bluffé sur son début de saison, sur les bouts de match que j'avais pu voir des Clippers. Et puis là, déjà l'échauffement, je l'ai croisé, j'étais avec Guillaume au bord terrain. Il fait 96. Et, il est grand. Tu sais. Ta taille. Ouais, il fait ma taille. Alors, mais bon, moi, je jouais pivot, 15 en départemental 4. Dans les Landes, évidemment. On embrasse, évidemment. Qu'on les embrasse de Los Angeles, ça ne va pas leur arriver souvent. Donc voilà, en tout cas ce rookie-là mais tu vois à l'inverse, tu comparais sans le nommer à Lonzo Ball, en tout cas le terreau chez les Clippers pour l'instant paraît très sain et on voit des joueurs vraiment s'éclater. Je voudrais qu'on vienne aussi sur Tobias Harris, qui est le leader offensif avec Gallinari, ça se joue à peu de choses près. On va voir les tableaux de leurs stats chacun s'enchaîner. Tobias Harris, qui a été entre Orlando, Détroit, et qui semble finalement s'être vraiment installé chez les Clippers. Il a 26 ans, donc il arrive à un moment charnière de sa carrière. Savoir si c'est un bon joueur de NBA qui peut taper une fois de temps en temps à la porte du All-Star Game sans jamais y aller, ou alors c'est un joueur All-Star, de calibre All-Star, qui peut porter une équipe dans les années qui vont arriver. Et je crois qu'il est en train de se déterminer. Alors nous, on a vu un match contre les Suns où il finit à 18-10, il est dans l'adresse, mais il ne pèse pas énormément sur le match. Il est bon au moment... Sur la fin, il est bon sur la fin au moment où ils font le run. Donc on ne veut rien en enlever, mais il ne fait pas un grand match. Alors qu'il a été élu joueur de la semaine il y a 2 semaines maintenant, et qu'on a vu à quel point quand son adresse était présente, ça devenait un joueur supérieur. Et il a ça en lui, il a un physique, un super physique, il est grand, il peut dunker, oui évidemment, mais il peut jouer le drive, il peut jouer le post-up, et ça c'est intéressant. Il peut dribbler, il peut faire des remises en jeu sur panier marqué, et ça quand même au basket c'est important quand on casse un panier de pouvoir tout de suite remettre en jeu. Ça, Tobias Harris, il peut le faire. C'est important. Mais donc du coup, il peut tout faire sur le terrain et il leur apporte cette dimension sur le pick and roll, sur le pick and pop et sur le post-up. Mais ce qui est marrant, c'est que Gallinari, c'est le même profil offensif quelque part. Et ils arrivent à se trouver quand ils sont tous les deux sur le terrain. C'est souvent plus Tobias Harris qui va jouer 3 et Gallinari poste 4, mais ils peuvent permuter. Enfin bref, après chacun ses lectures. La question du moment, c'est est-ce que Tobias Harris peut aller au All-Star Game au vu du bilan? Si ça dure, au vu des stats et du bilan, au vu des bilans des Clippers, qui sont premiers à l'Ouest pour l'instant, si ça s'arrêtait là, il faudrait au moins minimum 1, voire 2 joueurs des Clippers sur All-Star Game. Alors ce qui est marrant, c'est que dans la conférence Ouest, c'est n'importe quoi. Tu l'as dit, ils sont à 6 défaites, mais les 14e, ce sont Utah ou les Spurs, ils sont à 12 défaites. Donc ça peut aller très vite. Et Houston au moment où on enregistre, il n'est même pas dans les 8. Exactement, donc ça peut aller très vite. Donc imaginons qu'il soit premier, deuxième, troisième, quatrième de la conférence Ouest. S'il faut envoyer un mec, parce que je pense que c'est comme ça que ça marche, eh bien Tobias Harris est le premier auquel on pense. Enfin, tu vois, c'est légitimement, au vu des stats, il a 21-8, c'est le leader aujourd'hui. J'ai un petit faible pour Gallinari par rapport à l'ensemble de sa carrière. Lui qui a souvent été... C'est perso, après sur l'ensemble de sa carrière, lui qui a été jeté de New York comme un malpropre, qui a été souvent blessé. Bref, c'est pas, je te donne juste que moi, ça, pour l'ensemble de ce qu'il a fait, Gallinari, il n'a jamais baissé la tête. Ça va, il n'a pas découvert un remède contre le cancer, il a fait quoi alors celle-là, il n'a rien fait, il faut pas les connaître. Si tu compares les deux PER des deux joueurs entre Harris et Gallinari, je crois que ça se joue à 0,4 chacun, donc c'est très infime aussi par rapport à ça. Il y a un autre joueur dont je veux qu'on parle qui fait un carnage, c'est Montrezl Harrell qui en sortie de banc amène une énergie incroyable. On l'a encore vu face aux Suns. Il a marché complètement sur DeAndre Ayton et on a pu le voir dans les vestiaires aussi. On lui a demandé comment il aimait son rôle, bro, comme il m'appelle, bro. Great start this season for you. How do you feel coming off the bench? It's fine, bro. It's something that I've already been accustomed to doing. Something that I do very well for my team. And honestly, I mean, it really doesn't matter. You know, the name of the game is win basketball games, and that's what we do here as a team. So it don't matter if I come off the bench or if I start. Donc voilà, j'ai découvert un frère, bro. C'est donc le frère de Montrezl Harrell. C'est mon poteau sûr, mais en même temps, encore une fois, je me suis retrouvé dans les vestiaires à côté de lui. On parlait de Gilgeous Alexander qui faisait ma taille, qui était meneur. Lui, il fait pas ma taille, il fait pas mon poids. Je me suis senti un poussin première année. Mais quel bœuf! Guigui, il était à côté, il filmait, il me disait, il est costaud lui quand même. Hein. Et encore, alors, juste petite parenthèse, Guigui a croisé aussi, notre cadreur, a croisé Boban Marjanovic.
Et là, il me dit, mais qui est cet homme? C'est D'où surprenant la vient-il première fois. C'est surprenant. Quel C'est monstre. surprenant. Il est Bref, extraordinaire. On en parlera dans 30 secondes. donc Montrell Zarel qui donc dans ce registre de sortie de banc est parfait, il amène une énergie, il redonne beaucoup de possession aussi, on les a vus 4e attaque de NBA, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'énergie au rebond offensif et du coup ça redonne beaucoup de possession aux Clippers. Moi, j'ai du mal à dissocier les 3 pivots. Parce qu'ils ont un profil très différent, et tu l'as dit au début, ce qui est cool, c'est que Doc Rivers, il a plein de cartes à lancer quand le match est lancé. Donc ça commence avec Gortat, on l'a vu se blesser juste avant le match, au dos. Boban Marjanovic dans un style complètement particulier, on pourra en parler dans 30 secondes. Et donc Montrell Zarel qui finit la plupart du temps les matchs, je dis la plupart du temps, mais qui finit les matchs, point, parce qu'il apporte de la défense, de l'énergie, de la combativité, de l'activité, mais aussi il est très fort sur pick and roll. Une fois qu'il s'ouvre, c'est un déménageur. Des alley-oops, des dunks, et puis c'est une espèce de supplément d'âme. Tu vois, par moment, il est là, il célèbre, il met des end-one importants, et tu sens que dans le groupe, dans l'effet de groupe, comme ça, dans la stimulation collective, eh ben, il est très important, il est très très apprécié. Et quand je vois son évolution aussi des stats, parce que l'année dernière, il jouait 17 minutes par match, il était à 11 points et 4-5 rebonds, et là, il est à 16 points, 8 rebonds, pardon. Là, il y a quand même une évolution dans le jeu aussi, et ça, c'était... Sans dire qu'il n'était pas attendu à ce niveau-là, ce qui est le cas. C'est une belle surprise de le voir à ce niveau-là. Moi, je pense que quand les Clippers lâchent Blake Griffin, ils ont en tête de se dire on va lui filer sa chance. Et c'est clairement le grand gagnant. Et c'est clairement le grand Sam Dekker, il est à Cleveland aujourd'hui, donc il joue le maintien en N3. Mais clairement, quand il lâche Blake Griffin, je pense qu'ils ont en tête de se dire ce mec-là, il va faire le job. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est exactement ce qu'il fait, il a saisi sa chance. Sur un poste 5 comme ça, d'énergie, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur des 3. Alors qu'ils ont Marcin Gortat qui, même s'il est sur la fin en ce moment, reste un joueur référencé de NBA. Ouais, mais c'est pour ça qu'ils aiment bien starter avec lui, pour jouer un peu plus juste. Sauf et blessure, puis, c'est lui qui voilà. Et par contre, derrière, c'est vrai qu'il ne finit quasiment jamais les matchs. Il y a aussi donc cette option, tu veux en parler, Boban Marjanovic, où là, clairement, tu deviens 5 NBA quasiment atypique et unique. Ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé dans une émission au tout début de la saison, pourquoi est-ce qu'il ne joue pas plus? Comme par hasard, par la grâce de Dieu, on arrive, Marcin Gortat se blesse, donc on voit un match où Boban joue 25 minutes, alors Montrell Zarel encore une fois finit le match, mais on voit Boban au centre de son équipe avec de l'influence, avec des ballons aussi. Alors il n'a pas été bon sur ce match-là, mais j'ai vu à quel point ce gars-là changeait complètement la phase du jeu de son équipe, puisqu'ils sont obligés de ralentir, donc c'est important, mais il prend tellement de place en défense, il est tellement important aussi au rebond offensif, t'en parlais tout à l'heure, que voilà, ton équipe, moi j'ai l'impression, devient meilleure. Tu vois, devient meilleur. Quand il joue, l'équipe est bonne. Je peux te dire que DeAndre Ayton, entre Montrell Zarel et Boban Marjanovic, il a passé une sale soirée, mon ami. Il s'est fait marcher sur la gueule, mon pote. Qu'est-ce qu'il est long, franchement. Donc Guigui, regardez, il le connaissait pas, il a pris une claque. Nous, on le connaît. C'est la première fois que je vois un gars aussi grand de toute ma vie. Mon gars, je l'ai regardé comme ça, je l'ai fixé avec ses grandes oreilles à l'échauffement. Il est vraiment pote avec Tobias Harris. Ils sont très potes. Ils s'entendent merveilleusement. Ils s'échauffent ensemble. Ils font des 1 contre 1 avant les matchs. Tu sais, dans le vestiaire, c'est marqué qui fait le shooting ensemble. Ça marche par duo. Et c'était marqué Tobias Harris, Marjanovic ensemble. Et Baker Thomas Irwan. Si, mais du coup, il n'y a pas assez de temps. Ah, merde. Et puis, je crois qu'il faut être pote pour faire shooting. C'est vrai que c'est trop marrant de les voir ensemble. Ils ont un profil complètement particulier. Enfin, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et pourtant, ils s'entendent à merveille. Ils étaient à Détroit déjà ensemble. Ouais, C'est eux qui ont fait complètement, partie bien du sûr. package avec. Et ils ont une série maintenant. Ouais. On peut les voir pendant l'été. Ils ont fait partie du package avec Blake Griffin. Il y a un mec dont on n'a pas parlé, c'est un peu normal parce qu'il est complètement benché. C'est Milos Teodosic. Et lui, pareil, pour l'avoir vu à l'échauffement, il s'en bat les couilles, mon pote. C'est incroyable. À la fin du match, je peux te dire qu'avant qu'ils ouvrent les vestiaires, donc à la presse, donc lui, il était déjà douché, habillé, il s'est barré tout de suite. Ça fait du mal. Il y a de lui voir, et Luc Mbamute, ils sont complètement mis sur le côté. qui est blessé. Qui est blessé, ouais, mais pas. Milos Teodosic, c'est une énigme, parce qu'on l'adore, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, européen de l'histoire. On était contents l'année dernière quand il est venu à NBA, on s'est dit cool. Voilà, en plus, il s'est imposé au début, certes, il s'est blessé rapidement, donc on n'a pas pu le voir. Et cette année, parfois, il joue. J'ai vu le match contre Portland, il a joué. Il a joué. La dernière victoire À Sacramento, il a joué. Et nous, on arrive, il tirait une gueule. Il était là, il faisait la gueule. Je pense qu'il a décoché seulement son premier sourire dans le 3e quart-temps. Je vous le dis entre nous, hein, mais il a mis une petite olive à un de ses potes. Je crois que c'était Tyron Wallace. Tyron Wallace, il a mis une petite olive, ils ont rigolé. Mais sinon, pas un sourire de tout le match. Sympa la NBA. Sympa la NBA. Comme quoi, tu vois, même en NBA, tu mets des olives à tes, évidemment, à tes entre poteaux, coéquipiers, à une la petite famille, olive. quoi. Mais c'est le seul moment où j'ai vu sourire. Et pourtant, caméra isolée pendant tout le match. Donc c'est compliqué pour lui. On espère qu'il rejouera en Europe rapidement.
Il y a des rumeurs, hein, comme quoi on l'imagine de retour en Europe. En tout cas, au CSKA Moscou, qui est son club, alors il est passé par l'Olympiakos, mais il a fini aussi à Moscou. Et surtout, il n'y a plus de place. Hein. Ouais, Steph nous disait justement qu'il ne voyait personne capable aujourd'hui d'aligner le salaire qu'il souhaiterait. On rappelle qu'il a 6 millions la saison aux Clippers. Et donc, on imagine qu'il veut essayer de récupérer son cash. Il y a un peu de en Euroleague, mais pas autant. Mais pas autant, ouais. J'ai 2 questions pour terminer. Combien de temps ça va durer cette embellie Clippers, ce gros début de saison, est-ce que ça va durer? Et la deuxième question, c'est est-ce que finalement cette équipe-là, c'est pas un petit peu ces équipes qui, la qualité de leurs défauts, tu sais que j'aime bien cette expression, parce que on en a vu plein par le passé, des équipes où il n'y avait pas de méga stars. Denver, par exemple, de George Karl. Entre autres, où il n'y avait pas de méga stars. Quand je dis méga stars, je parle des Kawhi Leonard, des Kevin Durant, on s'est compris sur les méga stars, et qui finalement, même si elles jouent bien, même si elles se qualifient en playoff, elles finissent toujours par rentrer dans le rang. Et moi, c'est un petit peu toujours les limites que je mets à ces équipes-là, surtout en NBA, parce que tu sais que si tu n'as pas une méga star au bout d'un moment, dans les grands moments, dans les grands matchs, il va te manquer quelque chose. Du coup, il y a deux questions distinctes. Donc, est-ce que ça va durer? Je pense pas que ça va durer à ce point-là. Ils sont très bons. Durer, c'est une équipe. Non, mais durer, c'est cette saison, je te parle. Oui, aujourd'hui, c'est une équipe qui pour toi, est quasi sûre d'aller en playoff? Non. Parce que la conférence Ouest est incroyablement dense et qu'il est possible que cette équipe ne soit pas en play-off en fin de saison. Je ne leur souhaite pas, même si j'aimerais bien que la meilleure équipe de Los Angeles enfin retourne chez les Lakers, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais ils sont très bons, on sent que les planètes sont alignées et qu'il faut en profiter. Maintenant, j'imagine que Gallinari va se blesser, tu vois, les trucs qui sont évidents. On touche du bois pour nos amis fans des Clippers. Bah ouais, mais je sais pas, chaque année il se blesse, donc tu peux imaginer que que Tobias Harris soit un peu moins fort. Voilà, tu peux l'imaginer. Donc je pense que d'ici février, il y aura une légère baisse, ils seront toujours en play-off, et qu'à la fin, s'ils se qualifient, ils seront 7e ou 8e. Mais pas avantage du terrain. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'il y a trop. Au-delà de. Eux sont prêts avant les autres. Et on l'a déjà dit sur d'autres, quand on parlait des Celtics notamment, il y a tellement d'équipes qui ne sont pas prêtes. Avant de préparer cette émission, on regardait encore les Warriors qui se faisaient malmener à Détroit, qui étaient menés à la mi-temps. Il y a les Spurs, je t'en parle même pas, c'est une catastrophe en ce moment. Houston, ils sont même pas dans les 8. Utah, c'est cata. Donc il y a beaucoup trop d'équipes qui ne sont pas prêtes pour le moment. Après, maintenant, on ne va pas la jeter la pierre aux Clippers, qui eux sont déjà prêts. Moi, je les vois dans les 8, je ne les vois pas avec l'avantage du terrain. Mais par contre, bien commencer la saison, c'est aussi des fois s'assurer déjà presque une place dans les 8, tu vois ce que je veux dire, pour marquer les esprits. Ta deuxième question, c'était est-ce que cette équipe, sans superstar maintenant, est-ce qu'elle est condamnée? On sait que cet été sur la free agency, elle veut être active. Ouais. Elle a lorgné sur des Kawhi Leonard, elle a lorgné sur des Butler. On sait que c'est une équipe, dès qu'il y a des gros poissons sur le marché, elle dit hey, moi je peux vous accueillir. C'est quoi l'objectif des Clippers cette année? D'être champion NBA? Non. Une finale de conférence? Non, mais c'est peut-être d'être attractif pour un gros. Voilà, je crois qu'ils le sont. C'est déjà pas mal. Un bon coach, tu vois, des bons joueurs déjà en place. L'en différence avec Denver ou avec Memphis, qui avait fait une finale de conf il y a quelques années, c'est que c'était une équipe qui ne pouvait pas progresser, dans le sens avec l'ajout d'un joueur. Tu vois, Denver était une très belle équipe collective, Memphis aussi, mais il n'y avait pas à voir Kawhi qui allait arriver, par exemple. Alors que eux, en l'état, on pense qu'elle ne va pas rester comme ça, cette équipe. Voilà, allez, il y a une belle équipe, mais je ne pense pas que le but c'est qu'elle reste comme ça et qu'elle se fasse taper au premier ou deuxième tour chaque année de play-off. Donc c'est d'avoir quelqu'un qui arrive. En l'état, pour moi, la limite c'est demi-finale de conférence au max. Et surtout qu'on sait que pour accueillir une superstar, il y a Jerry West dans les bureaux et on sait que monsieur a de la suite dans les idées. Dites-nous vous les gars et les filles, dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison des Clippers et comment vous voyez la suite et même l'été prochain. Est-ce que c'est une équipe pour vous attractive pour une superstar? Et Dieu sait qu'à l'été 2019, en juillet, il y en aura. 2019, j'ai dit quoi? 2009, c'était longtemps. Les mecs, le free agent en 2009, ils jouent quasiment plus. En tout cas, il ne faut pas les signer, ça c'est sûr. Voilà, c'était cool de parler des Clippers, on en reparlera s'ils sont dans le dur ou s'ils continuent à performer comme ça. Mais les gars, on se retrouve très vite pour une autre vidéo, toujours en direct de Los Angeles. Oui, la vie est belle à la First Team, on va pas se mentir.